Bonjour à tous. Moi, je vais présenter un aspect de mon projet de doctorat qui concerne l'utilisation des savoirs traditionnels inuits pour modéliser l'homme chevalier, l'habitat de l'homme chevalier. Donc, oui. L'homme chevalier, c'est un salmonidé, c'est un poisson qui ressemble un peu à un saumon, mais qui vit en Arctique. Sur la gauche, vous avez une carte, c'est une vue circumpolaire de sa distribution. Moi, je travaille sur l'homme chevalier anadrome, ça veut dire un migrateur. Donc, il utilise des eaux plutôt côtières. Puis, en fait, il migre 1 à 2 mois en mer pour s'alimenter l'été. Puis, le reste de l'année, il est en eau douce, soit en rivière, soit en lac. Donc, je travaille avec 3 communautés du Nunavik. Le Nunavik, c'est le territoire inuit qui est au nord du Québec, qu'on voit à Churet ici. Puis, je travaille avec des communautés de Kangirsuk, Tasiuyak et Kangirssolojwak. Au Nunavik, il y a presque 80% de la population qui se nourrit majoritairement de nourriture traditionnelle, c'est-à-dire issue de la chasse et la pêche. Puis le poisson, qui est essentiellement de l'homme chevalier, c'est la deuxième source de nourriture traditionnelle. La première source, c'est le caribou. Fait que, sur les photos, on peut voir un peu un aperçu de comment est-ce qu'ils consomment l'homme chevalier. Ils le font, sur la photo du milieu, c'est séché pour la conservation, c'est vraiment très, très bon. Ils font aussi des petites chips croustillantes, délicieuses. Donc, comme c'est une ressource importante de nourriture, les Inuits ont vraiment des très bonnes connaissances de tout l'habitat, du comportement, de tous les environnements qu'ils utilisent. Et depuis quelques années, ils ont observé qu'il y avait une diminution des stocks. En tout cas, certaines communautés ont observé une diminution des stocks. Donc, moi, je travaille sur l'habitat en eau douce de l'homme chevalier anadrome. Sur la photo, on peut voir un reproducteur avec une belle couleur orange. En fait, quand arrive l'automne, les reproducteurs, ils changent de couleur, un peu comme les saumons, ils viennent rouge ou orange. Et sur les photos, c'est des exemples de sites qu'ils utilisent pour la fraie, pour la reproduction. Donc, l'objectif de mon projet, c'est faire le lien entre les préférences d'habitat du poisson et puis les caractéristiques physiques de la rivière. C'est ce qu'on appelle un modèle d'habitat de poisson. Et dans la littérature scientifique, il y a peu de descriptions de l'habitat qu'ils utilisent, surtout pour les juvéniles, puis pour l'hiver, où il y a peu de scientifiques qui font des relevés l'hiver. D'où l'intérêt de travailler avec les connaissances des Inuits. Donc, j'ai fait des entrevues semi-dirigées avec des aînés qui avaient été sélectionnés parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances de l'homme chevalier, spécifiquement. Puis, en fait, le savoir traditionnel, il se transmet de génération en génération, puis par la pratique là, de la pêche sur le territoire. Puis, ils sont tout le temps en train de pêcher et de chasser, là, vraiment. Fait qu'ils ont un bagage de connaissances complètement incroyable et qui transmettent beaucoup par des histoires puis des anecdotes. Alors, ces histoires-là, elles pourraient avoir l'air anecdotiques, mais en fait, il y a beaucoup d'informations scientifiques dedans, ou en tout cas qu'on peut utiliser. Comme par exemple, il y a un aîné qui me racontait, qui est allé à la pêche quand il était plus jeune, hein, il me racontait son histoire. Et c'était au bord d'un lac qui est important pour la communauté, où il y a beaucoup de poissons, puis c'est un lac que j'étudie aussi. Puis il est allé, c'était l'hiver, il est allé pêcher, il est allé ramasser du bois pour son campement. C'est qu'au Nunavik, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais dans cet endroit-là, il y a des petites forêts. Fait qu'il est allé ramasser du bois, puis il s'est enfoncé dans un trou de neige, là, vraiment complètement. Il a eu très peur parce qu'il a pensé qu'il était tombé dans une tanière d'ours. Fait que là, il est sorti en courant, et il s'est sorti de là, il s'est retourné. Puis là, c'était plein de boucanes, plein de vapeur. Puis en fait, c'est ça, il a remarqué c'était comme une source d'eau chaude qui avait fait fondre la neige. Ça avait créé une poche d'air, puis il était tombé là-dedans. Fait que cette histoire-là, pour moi, ça apporte beaucoup d'informations parce que les salmonidés utilisent souvent l'eau souterraine pour pondre leurs œufs. Puis l'eau souterraine, on ne sait pas vraiment où elle est. C'est très difficile, il faut l'instrumenter et tout ça. Fait qu'il n'y a pas de connaissance vraiment de où est-ce que ça se trouve. Les Inuits n'ont pas de connaissance là-dessus si on leur pose la question. Fait que cette histoire-là, ça m'indique que possiblement autour de ce lac d'intérêt-là, il pourrait y avoir des sources d'eau souterraine que les poissons pourraient utiliser. Et au-delà des histoires, les gens sont capables vraiment de décrire très précisément les sites, les rivières. Parce que, par exemple, pour la fraie, le poisson, il fraie d'année en année toujours au même endroit. Puis les gens vont pêcher de génération en génération au même endroit. Fait qu'ils peuvent décrire parfaitement le courant, le type de vitesse, le type de profondeur, la morphologie de la rivière. Puis ça, pour le travail sur les habitats, c'est vraiment pertinent.
Pendant les entrevues, ils ont localisé aussi des sites d'intérêt. C'est que ici sur la carte, fait que ça pouvait être, ils ont localisé toutes sortes d'éléments. Tu sais, ça pouvait être les prédateurs, ça pouvait être les habitats divers, les passages difficiles. Ici sur la carte en jaune, c'est des sites de frais de reproduction que j'ai superposés avec une image satellite. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas sur la carte, puis que les gens sur place ne voyaient pas non plus parce qu'ils n'ont pas la même perspective. C'est quand même assez grand, là, si vous voyez l'échelle. Fait que sur l'image satellite, quand on superpose ça, on se rend compte que le poisson utilise des morphologies de rivière quand même assez similaires d'un endroit à l'autre. Et ça me permet de faire des hypothèses sur pourquoi est-ce que le poisson choisirait ce genre de site-là. Aussi, quand les Inuits vont chasser puis pêcher, ils utilisent des très grands territoires. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de routes. Il y a des routes autour des villages, là, mais quand ils se déplacent, l'été, c'est en canot, puis l'hiver, c'est en motoneige. Fait que ces territoires-là, c'est quand même c'est des territoires difficiles d'accès, mais ils les utilisent quand même. Puis ici, en rose, c'est les zones dans lesquelles ils connaissaient très bien l'habitat de l'homme chevalier. Si j'avais étudié le caribou, j'aurais eu d'autres répartitions. Et donc, ces grands territoires-là, c'est pour des scientifiques, on ne pourrait pas échantillonner là parce que c'est trop grand. On y va très ponctuellement. En plus, on y va surtout l'été. Donc, c'est intéressant de travailler avec des pêcheurs qui, eux, pêchent toute l'année. L'homme chevalier, l'hiver, il hiverne dans les lacs. Puis, eux, ils posent des filets pour les pêcher. Donc, sur la photo de gauche, on voit deux pêcheurs qui sont en train de récupérer leur filet avec un poisson au milieu. Et sur l'image de droite, c'est un peu pour montrer comment les filets sont posés. Là, ils sont vraiment horizontaux sous la surface du lac. Et j'ai travaillé avec des pêcheurs pour faire des relevés. Fait que, ici, on en voit un qui, c'est parce qu'on ne pouvait pas évidemment prendre sous l'eau, mais qui faisait des vidéos sous-marines. Puis, en même temps, ils ont fait des relevés de température, de description du site et tout ça. Donc, ça, c'était très intéressant. Ici, on voit qu'il est en train de faire un profil de température. Et ça, c'était un peu exploratoire pour savoir si ça allait fonctionner. Puis, j'ai eu des données intéressantes parce qu'ils ont fait des relevés plusieurs fois dans l'hiver et dans plusieurs endroits que j'aurais pas pu échantillonner tout ça là, dans l'hiver. Donc, l'idée, c'est de faire le lien entre la présence ou l'absence de poissons, qu'on voit soit avec les filets, soit avec la caméra, et les caractéristiques physiques. Là. Il y avait la température, il y avait l'épaisseur de glace ou des choses comme ça. Et puis, ben là, je n'ai pas encore analysé les résultats, fait que c'est un travail qui est en cours. Donc, en conclusion, les savoirs traditionnels se marient bien avec le travail scientifique. Je note tout le temps, dans n'importe quelle situation. Ici, sur l'image, on voit Suzy, c'est une aînée avec qui j'ai travaillé qui fait chauffer son thé pendant le pique-nique là, sur un feu de bois. Puis, c'est vraiment important de ralentir, de prendre le thé avec eux, puis de les écouter. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, on apprend vraiment beaucoup de choses. Puis, le gros apprentissage pour moi, c'est la perception différente qu'ils ont du vivant et des animaux. Comme, par exemple, les poissons, ils ne les voient pas comme un sujet qui réagit à un stimulus de l'environnement. Ils les voient complètement autonomes de leur vie et de leur choix. Et les Inuits sont capables d'englober, de une compréhension globale de toutes les interconnexions des différents aspects de l'environnement qui interagissent sur le comportement et sur les habitats du poisson. Alors ça amène une complexité, c'est un peu paradoxal, mais ça amène plus de complexité que nous, scientifiques, on ne considère pas. C'est plus difficile à modéliser, mais c'est une richesse pour l'interprétation des résultats scientifiques, puis pour la connaissance des habitats aussi. Donc, merci de votre attention. D'accord, Mick, si vous avez des questions, ça va me faire